c'est la sécurisation des opérations. Parce que, bon, trouver du financement, de financer les investissements, refinancer les investissements, financer la trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Un point que je n'ai pas abordé, mais bien évidemment, pour les personnes, les entreprises qui auraient sollicité des PGE, mais qui n'auraient pas atteint le plafond, ben, vous avez toujours la possibilité, jusqu'à la fin de l'année, de solliciter des enveloppes complémentaires. BPI également a des outils de prêt rebond complémentaires qui peuvent être intéressantes. Mais une fois qu'on a mis tous ces financements en place, la sécurisation des opérations est vraiment quelque chose qui nous paraît important, d'autant qu'on s'attend tous à une hausse des défaillances d'entreprises. Et donc, pour cela, on a également un certain nombre de pistes intéressantes. Donc, les pistes intéressantes, c'est tout ce qui va concerner la sécurisation des achats sur l'étranger, hein, notamment en utilisant les outils de type crédit documentaire, garantie internationale, tout ce qui va concerner les assurances sur les marchandises. Donc, pour vraiment sécuriser vos achats, parce que la crise bon, on sait ce qu'elle est à La Réunion, mais chez nos partenaires commerciaux, chez nos fournisseurs à l'étranger, ben, on se retrouve aussi avec des entreprises en forte difficulté. Et ces outils de sécurisation qu'on avait un peu négligés ces dernières années peuvent devenir, à mon avis, primordiales. L'autre piste, c'est concernant le poste client. Parce que là aussi, la crise nous amène à travailler avec des nouveaux clients, à continuer à travailler avec des clients qui ont été fragilisés, et assurer son poste client peut aujourd'hui être une garantie pour l'entreprise de sécuriser son activité sur les mois à venir. Après, d'autres types de sécurisation peuvent être intéressantes, notamment pour nos entreprises qui travaillent à l'export et à l'import en devises. Hein, difficile de savoir comment vont évoluer les changes au cours des prochains mois, et donc une sécurisation des opérations avec des outils de couverture sur change, là aussi peuvent être intéressantes. Et enfin, on le voit, c'est une crise sanitaire avec malheureusement des risques importants sur la santé, et sécuriser les entreprises avec des assurances de type homme-clé qui vont vous permettre d'assurer une couverture en cas d'absence prolongée de collaborateurs clés dans l'entreprise, ça peut être une piste très importante, et c'est vraiment le moment d'y penser. Voilà. Sur le dernier slide, et je terminerai par là, je pense qu'il va être important de continuer à échanger avec nos clients. Hein, c'est vraiment la clé de voûte aujourd'hui, parce que on a une vision globale de l'économie, on n'a pas forcément une vision de la situation précise de nos clients, et en cette période de crise où tout le monde navigue un petit peu à vue, je pense qu'il est important d'avoir des relations privilégiées avec son banquier, quel qu'il soit, de lui faire part de ses projets, de ses difficultés de trésorerie, de ses projets d'investissement. Monsieur Fauchard parlait effectivement de l'innovation, qui est un volet important, et il est important que les banques puissent continuer à accompagner leurs clients dans les meilleures conditions, avec le panel des outils dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, si j'ai été trop long. Maintenant, je suis à votre disposition si vous avez besoin de précision ou de compléments d'information. Oui, tout à fait. Merci Jean-Michel, en tout cas, pour cette présentation. Effectivement, donc là, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de poser des questions directement à Jean-Michel. On se laisse 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à tous les participants de pouvoir directement poser vos questions, ou alors de nous envoyer un petit message.
j'ai une question. Laurence Gallo, est-ce que vous avez au niveau des banques une visibilité pour une sortie de crise? Est-ce que vous avez des délais? Est-ce que quelque chose a été réfléchi à votre niveau? Écoutez, à notre niveau, on est plutôt dans l'observation, dans l'accompagnement. La sortie de crise, bon, ce que l'on voit effectivement, c'est que les secteurs économiques ont été différemment touchés. Hein, il y a des secteurs qui ont été préservés, d'autres qui ont su, il y a quelques entreprises qui ont su tirer profit de ces changements en s'adaptant, en adaptant leur production, en adaptant leur mode de fonctionnement. Il y a des secteurs qui sont extrêmement pénalisés. Je pense le secteur de l'aérien, le secteur du tourisme et d'autres. Et le secteur de la restauration, avec les dernières mesures prises, risque de continuer à souffrir. C'est très compliqué. Une chose est sûre, c'est que les entreprises qu'on accompagnait avant, il n'y a aucune raison de les abandonner aujourd'hui. Hein, les PGE ont été très largement accordés. Je crois qu'on doit être sur quelque chose de l'ordre de 2% de refus et encore, tout simplement parce que notre volonté, c'est effectivement, je ne vais pas dire quoi qu'il en coûte, mais d'accompagner vraiment nos clients dans les meilleures conditions possibles, en analysant leur situation propre, de manière à ce que le moment venu, ils soient à même de redémarrer, de reprendre leur activité dans les meilleures conditions possibles, à la fois de trésorerie et d'endettement. Merci. Monsieur Potin, Alexandre Béton du MEDEF Réunion. Juste pour savoir le délai d'instruction donc pour une demande de PGE à votre niveau et aussi à l'approche de la fin d'année, est-ce que vous avez encore des demandes de PGE qui arrivent de la part des entreprises? Alors, donc, oui, effectivement, deux questions. Alors, on s'est étonné nous-mêmes de notre adaptabilité et de la réactivité avec laquelle on a pu répondre pour les demandes de PGE. On a mis en place des process hyper simplifiés de manière à être le plus réactif possible. Dans la plupart des cas, les demandes ont été instruites et les fonds débloqués dans les 15 jours. Bon, certains dossiers plus complexes ont nécessité quand même une approche plus importante et globale au niveau de l'entreprise ou du groupe à laquelle elle appartenait. Mais globalement, par rapport au délai classique qu'on peut connaître, on a vraiment été sur une très très grande réactivité. Et je pense que tous nos clients ont vraiment apprécié cette réactivité parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le stress des échéances à venir et dans une certaine inconnue de ce qui allait se passer. 80% de nos PGE ont été mis en place dans la période, allez, on va dire entre fin mars et fin juin, grosso modo. Depuis, effectivement, les demandes ont baissé et on s'aperçoit que quelques clients continuent à nous solliciter parce qu'ils pensaient pouvoir passer la crise et puis finalement se sont retrouvés face à des difficultés par rapport à leur marché, par rapport à différentes choses. On a également des entreprises qui reviennent nous voir pour un deuxième PGE, mais dans le cadre non pas de couvrir les manques d'activité, mais plutôt de les aider à financer leur reprise. Parce qu'effectivement, on a des clients qui, dès le mois de septembre, ont repris très fort leur activité et se sont retrouvés avec des besoins de fonds de roulement pour reconstituer leur stock, pour redémarrer, pour faire de la communication, pour faire de la digitalisation. Et le PGE rentre tout à fait dans ce cadre-là. Donc oui, aujourd'hui, on a toujours des demandes, beaucoup moins effectivement qu'en début de période. Et effectivement, on incite nos clients à revenir vers nous s'ils ont des besoins complémentaires d'ici le 31 décembre. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
a priori, pas d'autres questions. Donc, je laisse la parole à Monsieur Nicolas Olesi, donc de l'IEDOM, qui interviendra là sur la médiation crédit. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Pour moi, c'est OK. C'est OK. Oui, On voit la présentation. Bonjour à tous. Donc, merci donc, à Calitropic et au MEDEF de nous donner la possibilité à l'IEDOM donc, de parler de la médiation du crédit. Alors pour OK. La médiation du crédit, donc c'est un dispositif qui est au cœur du financement des entreprises en termes d'accompagnement. Ce qu'il faut avoir en tête avant de vous parler de ce dispositif, c'est que l'ensemble des missions d'accompagnement et de suivi des entreprises effectuées par l'IEDOM en délégation de ce qui se fait à la Banque de France mettent finalement le financement des entreprises au cœur de leur mission, que ce soit la cotation des entreprises ou le suivi de la conjoncture par secteur d'activité. Je ne vais pas tous les détailler, mais aussi ça concerne également la mission de correspondante TPE-PME avec l'orientation des entrepreneurs, donc quel que soit le stade de leur activité, que ce soit la création, le développement ou la transmission. Également, donc, la mission EducFi, donc EducFi pour éducation économique, budgétaire et financière des publics, stratégie nationale confiée à la Banque de France et qui couvre également le champ des entreprises à travers la sensibilisation à la gestion financière. Et la médiation du crédit, donc dispositif que l'on peut solliciter en cas de difficulté, j'ai envie de dire, de problème de financement ou d'assurance crédit avec ces différents partenaires. Donc, si on peut avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc la médiation du crédit, ce n'est pas un dispositif qui est nouveau et qui a été mis en place récemment. C'est un dispositif qui a une dizaine d'années maintenant et qui a été créé donc, au moment de la crise financière, justement pour accompagner les entreprises dans leur difficulté à obtenir des financements bancaires. Donc opérationnel sur l'ensemble du territoire français, aussi bien donc, en métropole que dans les départements d'outre-mer. L'idée donc de la médiation du crédit, c'est d'accompagner donc les entreprises qui sont confrontées à des difficultés de financement et ou d'assurance crédit. Quand on dit difficulté de financement, c'est aussi bien des financements long terme, court terme ou moyen terme. On va voir non pas tout à l'heure, mais quelques motifs de saisine de la médiation du crédit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce dispositif opérationnel donc, est ouvert à tous, à toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur ou sa forme juridique, à l'exception de quelques SCI. Quand on dit c'est ouvert à tous, ça signifie que c'est ouvert aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux artisans, commerçants, professions libérales, créateurs, repreneurs. C'est également ouvert depuis quelques années aussi aux associations. Et en fait, finalement, ce dispositif est ouvert à tous, à l'exception donc des particuliers et des sociétés qui sont en liquidation. Une petite précision, les entreprises qui rencontrent des difficultés et notamment qui sont en procédure de prévention, donc mandat ad hoc ou conciliation, ou les entreprises qui sont en procédure collective, donc telles que plan de sauvegarde ou plan de continuation, donc après un redressement judiciaire, sont également éligibles à la médiation du crédit. La médiation du crédit, donc c'est une mission d'accompagnement qui est gratuite, qui s'exerce en toute confidentialité et dans le respect du secret bancaire. Cette mission, donc, elle ne se joue pas qu'au niveau de l'IEDOM et de la Banque de France, mais elle fait appel aussi à ce qu'on appelle les tiers de confiance de la médiation du crédit. Au niveau national, au total, on en dénombre environ 700. Ici, à la Réunion, vous pouvez notamment vous appuyer sur le MEDEF, mais sont également tiers de confiance les chambres consulaires. Les tiers de confiance ont vocation à accompagner donc, les entreprises
dans le montage de leur dossier et tout au long de la période de médiation. La médiation du crédit, cette mission en fait donc s'appuie sur un cadre bien précis. Donc c'est un accord de place qui a été signé donc par le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque de France, l'IEDOM, la Fédération bancaire française et la FSF. Donc pour tout ce qui est la problématique donc, du financement de l'entreprise. Également une convention signée plus récemment donc, avec les assureurs crédits en cas de difficulté donc, sur tout ce qui est ce type d'outils pour les entreprises. Le principe donc, de la mission de la médiation du crédit, c'est de ne laisser aucune entreprise seule face à ces problèmes de trésorerie ou de financement, donc surtout en période de crise, et j'ai envie de dire encore plus en période de crise où, comme l'a si bien dit donc la BNP Paribas, les entreprises ont été, durant le confinement et après le déconfinement, confrontées donc, à des difficultés de financement auxquelles elles n'avaient pas l'habitude d'être confrontées. Le principe de la médiation du crédit aussi, c'est ne pas venir nous voir trop tard. Si l'entreprise vient quand, on va dire, on est proche d'une situation catastrophique et la situation est vraiment difficile, nous, on ne pourra rien faire. Donc, comment se passe la médiation? Donc, on va examiner donc, la situation financière donc, de chaque entreprise qui sera éligible, mais pas que. L'idée, c'est aussi de regarder donc, des éléments qualitatifs sur l'entreprise, que ce soit concernant donc, son fonctionnement, son secteur d'activité, les relations avec ses clients, ses fournisseurs, pour ne citer que ces exemples-là. Donc l'idée de la médiation, en fait, c'est de rapprocher les positions et élaborer des solutions adaptées. Donc quand on dit rapprocher les positions, c'est une banque a émis un refus de financement, par exemple ça peut être un PGE. Donc l'idée, c'est de rentrer en contact avec là où les banques pour essayer donc de voir quels sont les points de blocage et de les lever afin d'envisager une solution adaptée pour l'entreprise. En revanche, donc la médiation n'a pas vocation à aider les entreprises à trouver des partenaires bancaires ou financiers, même si dans le cadre de la médiation, des fois effectivement, on peut orienter une entreprise vers un autre partenaire bancaire en fonction de sa situation. Donc, la médiation du crédit, est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Les principaux motifs de la saisine de la médiation du crédit, on en a listé 5, mais ils ne sont pas exhaustifs. Donc, en cas de dénonciation de découvert ou d'autres lignes de crédit, avant la fin du délai de préavis, donc l'entreprise peut solliciter la médiation du crédit. En cas de refus de réachèvement d'une dette bancaire, la saisine de la médiation est envisageable. En cas de refus de crédit, quel que soit le crédit, que ce soit de la trésorerie, de l'équipement, du crédit bail et autres, dès la notification du refus par la banque. Ou en cas d'absence de réponse de la banque dans un délai raisonnable. Donc quand on dit un délai raisonnable, c'est un minimum de 15 jours pour laisser quand même le temps à la banque d'étudier la demande. Si l'entreprise se voit refuser une caution ou une garantie, elle peut effectivement aussi saisir la médiation du crédit, tout comme en cas de réduction de garantie par un assureur crédit. Juste pour faire un lien, alors, la diapositive précédente, si c'est encore possible, juste pour faire un lien avec l'actualité. Donc, la médiation du crédit en termes de sollicitation, donc, a été très sollicité il y a une dizaine d'années au démarrage donc, de la mission. Ensuite, comme les entreprises avaient moins de difficultés à obtenir du financement, on a été beaucoup moins sollicité. Donc là, on l'est de nouveau depuis le mois de mars. Et pour faire un peu de chronologie et illustrer ce que disait donc, la BNP Paribas, au démarrage de la crise sanitaire, donc on a été surtout sollicité pour des demandes de rééchelonnement de la dette. Et puis après, quand le PGE donc, a été mis en place, là, on a été surtout sollicité par des entreprises qui s'étaient vues refuser un PGE
Et aujourd'hui, on en reçoit encore avec, c'est vrai qu'un pic d'activité qui est plutôt derrière nous, avec des sollicitations qui ont été les plus fortes au moment des mois d'avril, mois de mai, début juin. Donc, alors, comment saisir la médiation du crédit? Donc, deux possibilités. La procédure classique, donc sur le site donc médiateur-crédit.banque-france.fr, donc c'est sur le site de la Banque de France. Donc, pourquoi on l'appelle procédure classique? Puisque c'est la procédure en fait qui a été mise en place depuis le démarrage de cette mission. En fait, c'est un lien sur lequel vous cliquez et l'entreprise va saisir un certain nombre d'informations et fournir un certain nombre de documents, notamment des informations donc, sur le refus donc, de financement, si c'est un refus de financement, et en termes de documentation, notamment les comptes de l'entreprise, généralement les 3 dernières liasses fiscales. Depuis la crise sanitaire, pour faciliter la saisine de la médiation du crédit, donc a été mis en place une procédure dite allégée, donc avec un formulaire allégé qu'on peut télécharger également qu'on peut télécharger en ligne. C'est un document Word qui fait 2 pages, où on demande les premières informations à l'entreprise. Le principe, c'est qu'ensuite, on ira récupérer donc, les informations auprès des entreprises, les documents, et on fera nous-mêmes la saisie donc, pour faciliter donc, la saisie à l'entreprise et pour lui faire gagner du temps. Donc, on prend en charge cette tâche-là, même si l'entreprise peut toujours saisir, si elle le souhaite, elle-même son dossier sur la plateforme dédiée. Donc, pourquoi on vous demande des documents? J'en parlerai après. Donc, OK. Alors, la médiation du crédit, comment ça se passe? Donc, 5 étapes qui sont encadrées par le temps. Donc, l'entreprise saisit la médiation, que ce soit en procédure classique, donc sur la plateforme dédiée ou via le formulaire allégé. À partir du moment où on le reçoit, ça enclenche la procédure. Ensuite, première action, donc dans les 48 heures qui suivent la réception donc, de la saisine, nos équipes prennent contact avec l'entreprise pour évaluer l'éligibilité de sa demande au dispositif. Une fois que on a statué sur l'éligibilité et si le dossier est éligible, derrière, en fait, immédiatement, on informe donc les banques concernées par l'ouverture de la procédure de la médiation du crédit et ils ont un délai de 5 jours pour revoir leur position initiale. À l'issue de ce délai, si des fois donc, la banque maintient sa position et que les difficultés perdurent, s'il y a encore des points de blocage, donc on va étudier le dossier plus en profondeur et avec l'objectif d'essayer de lever les freins et les points de blocage dans le dialogue avec l'entreprise et également avec là où les banques, en leur apportant des éléments nouveaux. Ça peut être également des documents. Si besoin, on peut aussi donc, organiser une réunion de médiation du crédit à laquelle sont conviés l'entreprise et le ou les banques concernées. Ce qu'il faut avoir en tête aussi au niveau de la médiation, c'est que les banques ne peuvent pas refuser d'entrer en médiation. Si on peut revenir juste un instant sur cette diapositive. Donc, les banques ne peuvent pas refuser de participer à la médiation, aussi bien à la procédure qu'à la réunion de médiation. Une fois que donc, les échanges ont eu lieu avec la banque, donc l'entreprise est informée des solutions envisagées. Si elle ne les juge pas satisfaisantes, donc elle peut demander une révision de son dossier. Il peut arriver aussi des situations où on ne trouve pas de solution auprès de la banque. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc en synthèse, donc, les 5 avantages de la médiation du crédit, donc un service gratuit et confidentiel, un premier contact par les services de la médiation, donc dans les 48 heures suivant le dépôt du dossier, un maintien des concours existants durant la procédure, une expertise qui est faite sur mesure avec un traitement local du dossier. On peut passer à la diapositive suivante, si c'est possible, s'il vous plaît.
Alors, comment nous contacter? Donc, un numéro de téléphone, donc le 0262 90 71 00, donc c'est le standard de l'IEDOM, mais vous demandez le service de la médiation du crédit, et puis vous aurez affaire donc soit au responsable de l'activité, donc Monsieur Hossein, ou à moi-même qui lui apporte un appui depuis la crise sanitaire. Une adresse générique où on peut être contacté également, donc médiation.crédit.974@iedom-réunion.fr. Pour plus d'informations, donc sur le site donc de la médiation du crédit de la Banque de France, où vous allez donc retrouver toutes les informations nécessaires. Si on peut passer à la diapositive suivante. Juste mes coordonnées pour tout ce qui est les autres dispositifs d'accompagnement des entreprises, donc correspondant TPE, PME, donc ma ligne directe s'affiche avec l'adresse générique dédiée à cette activité. Également le correspondant EduQui, donc avec l'adresse mail dédiée. Le numéro de téléphone, c'est le même, puisque c'est la même personne que vous aurez comme intervenant, donc en l'occurrence moi-même. Toutes les diapositives qui vous ont été transmises, qui sont projetées, peuvent être bien évidemment transmises à tous les partenaires participants et aussi à tous les à tous les participants présents au webinaire. Il n'y a pas de souci. Puis si vous avez des questions, au-delà des questions que vous pourrez poser dans un instant, on est disposé à y répondre après par téléphone ou par mail plus tard. La diapositive suivante, s'il vous plaît. S'il n'y en a plus. Donc, si des fois vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Nicolas Olesi. On va passer à la séance de questions-réponses. Oui. Alors, moi, j'aurais une question, Monsieur Olesi. Est-ce que la saisine de la médiation du crédit pourrait détériorer les relations avec mon banquier? Alors, la réponse est non, puisque la saisine de la médiation du crédit n'a pas d'impact sur la relation bancaire avec, donc, entre l'entreprise et la banque. Très bien. Est-ce que l'entreprise doit fournir beaucoup de documents pour la saisine de la médiation? Parce que ça aussi, c'est généralement une contrainte. Effectivement, ça peut être perçu par une contrainte par l'entreprise, mais c'est pas, je veux dire, on ne va pas demander beaucoup de documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au niveau de la médiation du crédit, quand on est saisi, l'entreprise, on ne la connaît pas. Donc, on a besoin de la connaître, de la comprendre. Et c'est la raison pour laquelle on demande un certain nombre de documents, généralement les 3 dernières liasses fiscales, dans la mesure du possible, donc un prévisionnel, ou éventuellement, comme c'est actuellement le cas, un état du chiffre d'affaires, à titre d'exemple, depuis le début de l'année. Après, ça va être des informations sur l'entreprise, quel est son secteur d'activité, ses effectifs, notamment. Voilà, c'est pas excessif. On ne va pas vous en demander plus que ce que les banques vous demandent pour monter un dossier de financement si c'est avec la banque. Très bien, merci. Alors, Monsieur Olesi, est-ce que vous pourriez revenir sur la notation Banque de France et l'importance pour une entreprise justement d'informer, de tenir, de manière proactive, de tenir informé l'IEDOM de son état. Oui, alors la cotation, donc la cotation d'une entreprise, en fait, effectivement, elle a un lien avec le financement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est quoi la cotation Banque de France d'une entreprise? C'est une appréciation sur la capacité de l'entreprise à honorer ses échéances à un horizon de 3 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de à quoi ça sert au niveau de la politique monétaire et de la supervision bancaire, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle intervient notamment dans la relation prêteur-entreprise. La cotation, si elle est à jour, elle va faciliter le dialogue, notamment entre l'entreprise et sa banque. Parce que la banque, généralement, quand elle étudie une demande de financement,
va regarder la cotation auprès de l'IEDOM. Donc, quand notre service entreprise donc, étudie et met à jour la cotation de l'entreprise, elle va le faire sur la base des éléments qualitatifs, notamment, et financiers. Donc, au plus, j'allais dire, les éléments qui sont demandés seront actualisés, au mieux, mes collègues donc, pourront emporter un jugement actualisé sur leur situation. Alors, sur ce plan-là, je ne suis pas un spécialiste de la cotation, mais vous pouvez contacter notre service entreprise qui, là, lui, serait beaucoup mieux à même de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de la cotation des entreprises. Merci. Monsieur Olézy, nous avons une question aussi très intéressante là, de Maya Lenné, que je salue d'ailleurs. Alors, vous avez quel taux d'issue positive pour les médiations engagées? Alors, c'est une bonne question, puisqu'on est sur des statistiques. Je ne les ai pas sous les yeux, mais on doit être, parce qu'après, nous, on a nos propres statistiques. On n'a pas encore fait le point sur les statistiques depuis donc, le début de la crise financière, mais sans trahir de secret, on doit être à peu près à un peu plus de positifs que d'échecs, grosso modo. D'accord. Très bien. Donc, je vais juste vous donner un exemple d'accord favorable de la médiation. On a eu, durant la crise, des entreprises qui étaient en plan de continuation ou en plan de sauvegarde et qui nous ont sollicité et avec qui on a pu avoir une issue favorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Olézy. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à notre partenaire FI Group. Je vais laisser la parole à Meltid Sinama. Meltid? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, Meltid. Parfait. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup à Calitropic et au MEDEF de me permettre de vous présenter ces nouveautés sur le dispositif Crédit Impôt Recherche pour l'année 2020. Donc effectivement, il va y avoir des petits changements sur le crédit impôt recherche. Donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter ça aujourd'hui. A priori, je peux passer les diapositives de mon côté aussi. Donc je vais les passer si ça ne plante pas. Voilà. Donc pour ce qui concerne en fait rapidement le crédit impôt recherche, donc ça va être effectivement un dispositif fiscal qui permet de financer tout ce qui va être recherche fondamentale appliquée, développement expérimental. Donc du coup, ça permet effectivement de financer tous les projets de recherche et de développement expérimental au sein des entreprises. À partir du moment où on va passer dans l'ingénierie classique, on sort effectivement du coup du cadre du dispositif. Et donc du coup, les critères d'éligibilité assez rapidement, parce que donc, du coup l'idée c'est de présenter les nouveautés. Donc sur le dispositif Crédit Impôt Recherche, on va cibler en fait les projets de recherche qui contiennent des verrous, des incertitudes sur les objectifs de départ. Donc, vous allez avoir une question, une hypothèse en fait sur la réalisation d'un projet. Vous allez vérifier dans l'état des connaissances existantes de ce projet que vous n'avez pas les solutions en fait pour pouvoir résoudre vos objectifs de départ. Et à ce moment-là, vous allez entamer une démarche scientifique, expérimentale, où vous allez réaliser des essais, des expériences pour pouvoir conduire votre projet. Donc voilà un petit peu le cadre du crédit impôt recherche. Associé à ça, vous allez avoir des ressources associées, donc en termes de personnel, de matériel, de sous-traitance. Et l'objectif final de ce projet, c'est de pouvoir effectivement acquérir de la connaissance et aussi capitaliser cette connaissance existante sur d'autres projets de recherche et développement ou pourquoi pas des sujets totalement applicatifs ou des produits qui seraient commercialisables. Donc, pour faire un focus rapidement sur les ressources R&D, donc on a parlé des compétences R&D, donc la nécessité d'avoir des personnels qualifiés, du matériel adapté
et également aussi des compétences externes au niveau de la sous-traitance où vous pouvez passer par des organismes soit publics, et à ce moment-là, l'administration fiscale considère que c'est tacitement un organisme de recherche, donc vous pouvez reprendre les factures dans le cadre du crédit impôt recherche. Une chose de plus en plus importante aujourd'hui sur laquelle l'administration fiscale n'était pas forcément très sévère il y a quelques années, mais aujourd'hui, elle demande de plus en plus effectivement un cahier des charges et des livrables qui concernent les travaux de R&D effectivement réalisés par des organismes sous-traitants qui sont externes du coup à l'entreprise. Et donc du coup, voilà, c'est de plus en plus important effectivement aujourd'hui de distinguer ce qui est réalisé par l'entreprise en interne de ce qui est réalisé par des organismes sous-traitants. En termes de dépenses éligibles, donc il y a différents postes de dépenses qui concernent le crédit impôt recherche. Et donc du coup, en ce qui concerne les dépenses de personnel, on va avoir, en plus des dépenses de personnel, un forfait de frais de fonctionnement qui va s'ajouter jusqu'à 2020. Jusqu'au crédit impôt recherche 2019, les frais de fonctionnement étaient à 50% des dépenses de personnel. Depuis le crédit impôt recherche 2020, ces frais de fonctionnement passent à 43% de dépenses de personnel. Donc, on a une diminution en fait des frais de fonctionnement sur les dépenses de personnel. Donc, c'est la seule chose qui va changer à partir du crédit impôt recherche 2020 en termes de calcul sur l'assiette des dépenses. Ça va être ces frais de fonctionnement qui vont diminuer. Sachant que le crédit impôt recherche, on peut faire aussi une déclaration en rétroactif. Donc, par exemple, là, on est en 2020. Pour faire la déclaration du crédit impôt recherche, vous pouvez remonter jusqu'à 3 ans en arrière, 2018, 2019 et 2020. Pour ce qui concerne 2018-2019, ça ne va pas changer, on sera toujours à 50% des frais de fonctionnement. C'est vraiment à partir du crédit impôt recherche 2020 qu'on va avoir cette baisse de frais de fonctionnement qui passe à 43%. Donc, sur ces différents postes de dépenses, donc vous avez des dépenses de personnel, des dépenses de matériel. Sur les dépenses de matériel, vous avez aussi un forfait de frais de fonctionnement qui s'ajoute, qui correspond à 75% des dotations de matériel. Vous avez également donc les dépenses de sous-traitance qu'on vient d'aborder, la propriété intellectuelle, tout ce qui est dépôt, maintenance et défense des brevets est aussi valorisable dans le crédit impôt recherche, et tout ce qui va être dépenses de veille technologique et de normalisation qui va pouvoir être comptabilisé également. Donc, toutes ces dépenses en fait que vous allez réaliser dans le cadre de votre projet de recherche, en fait, on va les calculer, et sur cette base-là, on va appliquer un taux de 50% en fait pour calculer le crédit d'impôt. Il faut savoir qu'en métropole, ce taux il est à 30% et donc il est majoré en Outre-mer de 50%. Donc cette majoration, elle est importante. On va l'aborder juste après parce que justement, elle est également soumise à un plafonnement. Très rapidement, en parallèle du crédit impôt recherche, on a également le dispositif crédit impôt innovation qui lui concerne non pas des projets de recherche à proprement parler, mais vraiment des produits, enfin des projets d'innovation qui va concerner des produits, des pilotes qui ont pour objectif d'être commercialisés et d'être mis sur le marché. Mais par contre, ils n'ont pas encore été mis sur le marché, ils sont encore à l'étape d'installation pilote ou de prototype de ces nouveaux produits qu'on souhaite mettre sur le marché et qui vont se distinguer en fait par des performances supérieures par rapport aux produits du marché que vous avez ciblés en termes de technique, d'éco-conception, d'ergonomie ou de fonctionnalité. Et donc là encore, on a différentes dépenses qu'on calcule sur ce crédit d'impôt innovation. Et de la même façon, à partir de 2020, en fait, on va avoir aussi les frais de fonctionnement qui vont diminuer sur les dépenses de personnel. Sur le calcul de cette assiette-là, donc sur les dépenses de personnel, de matériel, de sous-traitance et de propriété intellectuelle, on va avoir un taux de 40% qui s'applique. Donc en métropole, ce taux-là, il est à 20%. Et dans les Outre-mer, il est doublé, il monte à 40%. Donc, je vous présente un petit peu un cas concret. Entreprise qui est basée à La Réunion, qui va avoir des dépenses de personnel de 300 000 € et des dépenses de sous-traitance de 250 000 €. Donc, quand on va calculer, par exemple, sur le CIR 2019 et les
et les CIR précédents, qu'on calculera les dépenses de personnel de sous-traitance et les frais de fonctionnement, on va avoir une assiette qui va représenter du coup 700 000 euros. Et donc, du coup, à partir du crédit impôt recherche 2020, on va avoir ces frais de fonctionnement qui vont diminuer et qui vont forcément diminuer l'assiette des dépenses. On va faire un focus un peu spécifique sur la majoration justement de ce crédit impôt recherche en Outre-mer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc en métropole, le crédit impôt recherche est à 30%. Donc, il y a 20% au titre de la majoration Outre-mer, et notamment à La Réunion, et 40% pour le crédit impôt innovation pour les Outre-mer, alors qu'on est à 20% en métropole. Il y a un article européen qui est sorti en 2017 qui prévoit un plafonnement de cette majoration. Il faut savoir que cet article il est sorti d'abord en 2014 puis modifié en 2017, mais il n'est applicable que depuis cette année par l'administration fiscale. Et donc cet article, en gros, précise que cette majoration est subordonnée à cet article-là, donc à ces plafonnements que je vais vous présenter juste après, pour empêcher un peu la concurrence déloyale qu'il pourrait y avoir par rapport à d'autres pays européens. Alors, que signifie ce plafonnement? Ça veut dire que sur des dépenses de R&D, on serait à 400 000 euros de dépenses de R&D. Auparavant, sans l'article 15, on appliquait tacitement le pourcentage de 50% sur l'assiette des dépenses. Ça nous faisait un montant de 200 000 euros. Maintenant, avec l'article 15, ça nécessite d'appliquer le taux au titre général, donc de 30% sur le montant de l'assiette des dépenses. Et les 120 000 euros qui sont... donc on obtient 120 000 euros et les 80 000 euros qui sont au titre de la majoration vont être conditionnés à différents plafonds. Quels sont ces plafonds? Donc du coup, on a 3 taux qu'il ne faudrait pas dépasser par rapport à la majoration. Donc ce serait 35% de la valeur ajoutée brute créée chaque année, 40% des coûts annuels du travail et 30% du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise. Et donc, du coup, cette aide, puisque du coup, cette majoration est constituée comme une aide, ne peut pas excéder le plus favorable de l'un de ces 3 plafonds. Sur un exemple concret, qu'est-ce que ça signifie? On reprend notre entreprise de tout à l'heure qui fait 300 000 euros de dépenses de personnel et 250 000 euros de sous-traitance. Elle a un coût annuel du travail de 250 000 euros, un CA de 60 000 euros et une valeur ajoutée brute de 100 000 euros. Alors, avant l'article 15, comme je disais, on appliquait tacitement le taux de 50% et on bénéficiait d'un montant de crédit impôt recherche de 350 000 euros. Avec l'application de cet article 15, on va toujours avoir dans le montant de notre assiette qui sera à 700 000 euros. Et donc, on va d'abord appliquer le taux de 30% qui va nous faire un montant de 210 000 euros. Et sur les 20% restants, qui correspondent à 140 000 euros, on va vérifier en fait que ce montant-là ne dépasse pas l'une des 3 valeurs. Donc 40% des coûts annuels du travail, 30% du CA ou 35% de la valeur ajoutée brute. Donc là, dans notre cas, effectivement, du coup, on dépasse l'un de ces 3 plafonds qui est le coût annuel du travail. Et donc, du coup, on n'appliquera pas les 20% de la majoration, mais on rajoutera uniquement les 100 000 euros du coût annuel du travail, ce qui nous fera un montant de crédit impôt recherche de 210 000 euros plus 100 000 euros, avec un montant du coup de 310 000 euros au total. Donc, ça va forcément avoir un impact lorsque vous allez vouloir bénéficier, par exemple, des bonus fiscaux tels que les jeunes docteurs dont le salaire est doublé pendant 24 mois, par exemple, dans l'assiette des dépenses, ou lorsque vous allez passer par un organisme public, puisque du coup, la facturation est prise double dans l'assiette des dépenses et comptabilisée doublement. Vous allez faire un petit peu exploser votre montant du crédit impôt recherche. Et donc, du coup, cette majoration-là, forcément, le fait de faire exploser un petit peu le montant de l'assiette des dépenses va être conditionné forcément par les plafonds
des 3 taux qui sont réalisés au niveau interne au sein de l'entreprise. Donc, ça nécessite d'avoir une stratégie ou en tout cas de l'appréhender quand vous allez vouloir bénéficier de ce dispositif-là pour ne pas trop faire exploser votre plafond au regard en fait des coûts annuels que vous allez avoir, des chiffres d'affaires aussi que vous allez avoir au sein de votre entreprise. Donc, comme le disait Didier, nous sommes en partenariat avec Calitropic. Donc, FI Group, c'est un groupe qui est situé au niveau international, un peu partout, en Europe également, et on est en antenne outre-mer à La Réunion. On s'occupe dans notre bureau interne de tout ce qui est entreprise à La Réunion, mais aussi à Mayotte, aux Antilles, en Guyane. Et donc, du coup, on a des spécialités, en fait, au regard des différents projets qui sont réalisés par les entreprises. Et si vous voulez, du coup, nous contacter pour être suivi pour vos montages de dossiers ou pour réaliser des audits sur vos projets, vous soit directement à FI Group, soit du coup passer par Calitropic si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces dispositifs. Voilà pour moi. Merci Mathilde. Et nous sommes également ravis de ce partenariat avec FI Group. Mathilde, j'aurais une question. Est-ce qu'il est possible de cumuler les subventions type FEDER, FEADER, FEAMP avec le CIR? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, donc je vais repasser un petit peu sur les diapositives d'avant parce qu'effectivement, je ne l'ai pas abordé. Mais en gros, quand vous allez calculer votre assiette des dépenses, donc je vais partir sur les dépenses de CI. Voilà. Quand vous allez calculer votre assiette de dépenses et que vous allez calculer les différents postes de dépenses, on va effectivement du coup déduire les subventions directement du calcul pour éviter la double comptabilisation au niveau des subventions et du crédit impôt recherche. Donc tacitement, dans le crédit impôt recherche, on déduit effectivement l'ensemble des subventions qui ont été perçues par l'entreprise. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'aurais aussi une autre question, Mathilde. Oui. Est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés par le CIR? Tous les secteurs d'activité? Oui, bien sûr. Vraiment, en tout cas, nous, à La Réunion, on travaille sur plusieurs secteurs, donc écologie, environnement, informatique. Enfin, vraiment, à partir du moment où on est dans de la recherche, développement et dans l'innovation, on peut effectivement bénéficier de ces dispositifs. On peut même valoriser du crédit impôt recherche sur des domaines sciences humaines et sociales, par exemple, pour des nouvelles stratégies organisationnelles qui sont mises en place, des nouvelles formes en fait d'organisation au sein d'entreprises ou de collectivités. Il y a effectivement des thèses là-dessus. Donc vraiment tous les domaines sont envisageables. Donc à partir du moment où effectivement on correspond aux critères de l'administration fiscale. Tu parlais de l'organisation interne des entreprises et actuellement, les entreprises sont confrontées, notamment en lien avec la crise sanitaire. Elles ont dû mettre en place des nouvelles stratégies, des nouvelles organisations internes. Est-ce que tu penses que ça mériterait d'explorer cela et voir si effectivement ces entreprises qui ont mis en place ces organisations, ces nouvelles méthodes d'organisation interne peuvent souscrire, peuvent solliciter le crédit impôt? Alors, tout est envisageable, effectivement. Je pense qu'il faudrait effectivement auditer pour avoir plus de précision. Après, il faut effectivement que ce soit des méthodologies qui soient originales. Et effectivement, le cas le coronavirus a fait qu'effectivement les entreprises devaient complètement changer et notamment digitaliser l'ensemble de leur métier pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir du gain dans leurs entreprises. Donc, il y a plein de méthodologies qui ont dû se mettre en place pour pouvoir dépasser justement la situation et la crise sanitaire et continuer à avancer, voilà, parce qu'il le faut pour l'avenir de ces entreprises. Et donc, effectivement, pourquoi pas envisager sur des nouvelles méthodologies et la création de nouvelles stratégies pour des métiers sur lesquels on n'aurait pas pensé justement au départ pouvoir créer ces nouvelles stratégies. Pourquoi pas effectivement envisager dans le domaine des sciences humaines et sociales, d'envisager effectivement une déclaration de crédit impôt recherche, c'est possible. Alors oui, il y a Muriel qui nous demande si elle peut revoir les coordonnées effectivement de FI Group. Tout cela, on vous transmettra. Oui, ce sera à disposition, bien sûr, mais je remets quand même la diapo. Hop.
Mathilde, peut-être nous dire ce que nous réserve 2021? J'ai vu alors, quelques supports, des réseaux, mobilisations qui ont en train de se mettre en place. Alors, effectivement, 2021 ne sera pas une très bonne année sur le crédit d'impôt. oui, alors bon, déjà, effectivement, on envisage de façon globale une baisse du crédit impôt recherche par rapport à l'activité des entreprises. Elles se sont forcément focalisées sur la production plutôt que sur de la recherche et développement. Donc voilà, on sait déjà qu'il y aura potentiellement une diminution. Au niveau de ce qui est fait, au niveau des lois qui sont prévues ou qui ont été envisagées, à un moment donné, effectivement, il y a eu le cas envisagé de la suppression du crédit impôt innovation, mais aux dernières nouvelles, a priori, ce n'est plus le cas. Donc du coup, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, pour la nouvelle loi de finances 2021, il est envisagé la suppression du doublement de facturation pour les organismes publics. Donc, quand vous passez par un organisme public pour la sous-traitance de vos projets de recherche, vous pouvez comptabiliser doublement la facture dans l'assiette des dépenses, ce qui vous permet, en appliquant 50%, de vous faire quasiment rembourser la totalité de la facture. Et bien ça, a priori, il est envisagé de supprimer en fait ce doublement. Donc en fait, elle serait reprise au même titre que pour un organisme privé agréé au titre du crédit impôt recherche. Et donc du coup, elle ne serait pas comptabilisée doublement dans l'assiette des dépenses. Donc ça va forcément avoir un impact fort. Ça va avoir un impact fort déjà au niveau du chiffre, puisque du coup, forcément, toutes les entreprises qui ont misé sur une stratégie de collaboration avec des laboratoires publics, voilà, ça va forcément impacter le crédit impôt recherche. Mais ça va aussi impacter finalement la stratégie de recherche au niveau global, puisque ces dispositifs-là avaient été mis en place pour rapprocher la recherche privée de la recherche publique, pour créer des synergies et faire en sorte qu'on ait vraiment un axe de recherche mutualisé entre la recherche privée et publique et limiter vraiment le fossé qui a pu y avoir entre les laboratoires et les entreprises privées. Donc voilà, c'est envisagé, c'est dans le projet de loi, c'est pas encore voté. On en saura plus normalement a priori en décembre. Donc on est en attente de ça et effectivement, en plus de l'impact qu'on aura par rapport au coronavirus sur 2020, on risque d'avoir cet impact-là pour 2021 par contre. Donc on a encore une année pour préparer ça et voir ce qu'il en est. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à vous. Alors, on passe cette fois-ci la parole à M. Stéphane Régis de Réunion Financement, qui interviendra sur les nouveaux outils de financement. Merci Stéphane. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien Stéphane. Ok, bonjour tout le monde. Donc, Réunion Financement, donc c'est un cabinet de courtage en crédit professionnel. Donc, le but est de trouver les meilleures solutions de financement pour les entreprises. Stéphane, peut-être juste si tu as la possibilité d'activer ta caméra, ce serait bien. Donc, il existe de nombreux types de financement dont on a parlé. Moi, je me concentre aussi sur les méthodes innovantes de financement professionnel, donc ce qu'on appelle les fintech. Les fintech, donc, ce sont des types de financement qui sont gérés par des plateformes web, donc des plateformes 2.0. Donc, le but est d'optimiser la réactivité des échanges, donc des échanges de documents, des échanges d'informations, donc toujours pour obtenir le financement approprié le plus rapidement possible. Donc, c'est quelque chose de relativement simple. Il faut savoir aussi que les plateformes aujourd'hui sont ultra sécurisées, donc les échanges de documents sont à la fois confidentiels et sécurisés. On n'a pas à s'inquiéter sur l'éventuel piratage ou autre. Donc, il existe plusieurs types de financement via les fintech, par exemple un système d'optimisation de règlement en devise pour les importateurs.
ou alors du factoring ponctuel, comme notre premier intervenant parlait du rachat de factures et du factoring. Donc, il existe des solutions alternatives aux banques, tout aussi performantes, rapides et souvent quand même beaucoup plus souples. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais faire un focus donc, sur le crowdlending. Donc, le crowdlending est un mode de financement participatif. Donc, tout le monde connaît le crowdfunding, où on donne de l'argent à une société et si le projet aboutit, on obtient un produit que la société vend, par exemple, ou autre. Donc, le crowdlending est basé sur le même principe, sauf qu'on prête de l'argent à l'entreprise. Donc, les prêteurs sont des privés, donc ça peut être des individus comme vous et moi, ça peut être aussi des institutionnels. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille avec plusieurs plateformes de crowdlending qui sont spécialisées sur différents types de métiers ou différents types de financement. Donc, ça représente à peu près une communauté de 60 000 prêteurs. Donc, le but étant toujours d'obtenir le financement rapide pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir investir et de pouvoir développer son projet. Donc, à qui s'adresse ce mode de financement innovant? Donc, l'éligibilité de la société à ce mode de financement est strictement basée sur le scoring financier. Donc, à savoir que, vu que c'est un prêt remboursable, donc l'entreprise doit être en mesure de pouvoir rembourser les mensualités. On est sur du prêt court terme, donc les mensualités peuvent être assez importantes. Donc, c'est pour ça que le scoring financier est très strict. Donc, les entreprises qui peuvent être éligibles à ce mode de financement sont bien sûr des entreprises existantes depuis au moins 2 ou 3 ans, qui réalisent un chiffre d'affaires, hein, donc qui fonctionne, avec un résultat positif, et bien sûr qui sont à jour des obligations fiscales et sociales et qui n'ont pas de procédure en cours. Donc l'avantage du crowdlending, donc on est toujours dans la simplicité, dans la rapidité, dans la flexibilité des fintechs. Donc on est toujours dans une souplesse aussi. Et donc les crédits accordés sont accordés très rapidement. Très rapidement. On est sur de l'étude du dossier en 24 heures avec un accord au bout des 24 heures ou un refus, donc on est fixé rapidement. Et ensuite des déblocages de fonds qui sont très rapides aussi, qui peuvent être débloqués en moins de 24 heures. Donc qu'est-ce que le crowdlending peut financer? Le crowdlending finance tous les besoins de l'entreprise. Donc, c'est un mode de financement qui est complémentaire au financement bancaire et quelquefois qui permet aussi de financer des choses que les banques ne financent pas. Par exemple, une campagne de communication ou une campagne de recrutement. Donc, le crowdlending est vraiment un besoin ponctuel, rapide, qui peut permettre à l'entreprise d'investir, donc soit dans du matériel, dans du travaux. Par exemple, dernièrement, j'ai financé les travaux d'une pizzeria à hauteur de 50 000 €. En 48 heures, le dossier était bouclé. Donc, ça a permis au chef d'entreprise de rénover la pizzeria rapidement et de mener à bien son projet. Le crowdlending peut aussi financer de la trésorerie. Donc, on reste toujours sur le scoring financier. Il faut que l'entreprise soit bien sûr solvable.
Mais chaque entrepreneur peut avoir un besoin de trésorerie ponctuel, rapide, pour mener à bien un projet en cours. Donc, la rapidité du crowdlending permet de le faire. Le crowdlending peut aussi être utilisé complémentairement à un prêt bancaire. Donc, par exemple, pour augmenter l'apport demandé par la banque, si on prend l'exemple d'un rachat de fonds de commerce, on va interroger des banques pour obtenir le crédit global. La banque va bien sûr demander un apport. Le chef d'entreprise n'est pas forcément enclin à utiliser sa trésorerie qui est très importante en ce moment pour augmenter son apport. Donc c'est là que le crowdlending peut venir en complémentarité du prêt bancaire. Donc en tant que prêt court terme, hein, on est sur du 24 mois ou 48 mois maximum, justement pour permettre au chef d'entreprise d'augmenter son apport et pouvoir racheter le fonds de commerce nécessaire ou installer une franchise ou même acheter un immeuble professionnel. Donc, comment fonctionne le crowdlending? C'est tout simple. Donc, on est sur des procédures très allégées. Hein, donc, il est nécessaire de transmettre quand même un dossier. Donc, une liasse documentaire simple. On part sur la carte d'identité, bien sûr, du gérant, le cabis de l'entreprise, les 3 derniers relevés de compte bancaire et les 3 dernières plaquettes comptables. À partir de là, donc moi, je réalise une première étude pour savoir si l'entreprise peut être éligible. Si c'est le cas, je transmets à mes partenaires. Donc, les plateformes de crowdlending avec qui je travaille sont basées en métropole et en Europe. L'étude est réalisée dans la journée par leurs soins. Donc, on a une réponse très, très rapide. Donc, soit un refus expliqué, soit un accord. Donc, en cas de refus, eh bien, le projet n'est pas finançable, ou alors il doit être travaillé différemment. Et en cas d'accord, tous les échanges sont faits électroniquement. Donc, le contrat de prêt est transmis par voie électronique. L'emprunteur signe électroniquement le contrat. Une fois que le contrat est signé, la collecte, le dossier est présenté à la communauté de prêteurs. Et là, ça peut aller très, très vite. Parce que souvent, il y a une pré-présentation qui est effectuée. Donc, les prêteurs, s'ils jugent que le dossier peut être intéressant, ils commencent déjà à prêter avant que la collecte soit ouverte. C'est pour ça qu'on peut obtenir un montant de trésorerie relativement important, comme un des derniers dossiers que j'ai traité, en 1 seconde. Donc, ça veut dire qu'en 1 seconde, les fonds ont été récoltés. Une fois que les fonds sont récoltés, transmission donc, du contrat définitif et de l'acceptation de l'argent par l'emprunteur, toujours par voie électronique. Une fois que tous les documents sont signés, en moins de 24 heures, les fonds sont débloqués. Et donc sur le compte du chef d'entreprise. Donc on est vraiment sur une solution de financement complémentaire à ce qu'on connaît, hein, au financement classique. Quelque chose de très simple, de rapide et exclusivement dédié aux entreprises. Donc que ça soit une TPE, une PME ou même un gros groupe. Hein, les montants de financement peuvent aller de 20 000 euros jusqu'à 1 500 000, 2 millions. Donc on atteint rarement ces montants pour l'instant, mais la réglementation autorise à aller jusqu'à 2 millions de financement. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez complet.
Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me contacter pour avoir plus de renseignements, donc aux coordonnées qui s'affichent. Sur LinkedIn, je vois que je suis en contact avec certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et moi, j'ai une question. Je crois avoir vu dans une des slides que vous attendez, les entreprises doivent faire 15% de résultats? Ou j'ai mal compris? Oui, 15% de résultats. D'accord, donc ce sont des entreprises bénéficiaires et sans trop de problématiques Covid. Il n'y a pas d'assouplissement pendant cette période-là? Il n'y a pas d'assouplissement parce que ce sont des prêteurs privés. On est sur de la dette privée. Donc, pour pouvoir obtenir le financement, l'entreprise doit pouvoir rassurer les prêteurs pour qu'ils puissent prêter l'argent. Si malheureusement, en ce moment, ça restreint quand même le nombre d'entreprises éligibles à ce système, hein, je vous rejoins là-dessus. Mais effectivement, pour pouvoir emprunter sur ce système, il faut pouvoir rembourser. Donc, l'entreprise doit être en bénéfice, effectivement. Ok, merci. Après, pour des entreprises qui sont un peu plus en difficulté, il y a d'autres solutions, hein, où là, on va pouvoir travailler sur la trésorerie, mais avec d'autres solutions et toujours avec des solutions souples, toujours avec des fintech. Mais le crowdlending, c'est vrai que là, on est sur du pré-remboursable. Donc, on va regarder la rentabilité de l'entreprise avant tout. Par contre, à côté de ça, donc on a des avantages. On n'a pas de garantie, on n'a pas de caution demandée, ni d'apport. Stéphane, imaginons le cas d'une entreprise qui est en attente d'une subvention européenne, par exemple. Est-ce que là, c'est une solution? Est-ce que là, les prêteurs seraient peut-être éventuellement plus rassurés de savoir qu'au bout de quelques mois, une partie de ce prêt serait remboursée de manière certaine? Alors exactement, là c'est arrivé, c'est ce qu'on appelle un prêt in fine. Le crowdlending peut bien sûr être monté en tant que prêt in fine. Il faut que l'entreprise rentre dans les critères, hein, qu'elle soit rentable, qu'elle soit bénéficiaire. Et le prêt in fine, donc effectivement, sera débloqué par le crowdlending et remboursé, donc sans pénalité de remboursement anticipé, ça c'est important. Mais bien sûr, il faudra présenter donc l'accord aussi de la subvention lors du montant. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vois quelques questions qui apparaissent. Peut-on faire intervenir crowdlending lors de la création d'une entreprise? Non, sauf si c'est une reprise de fonds de commerce, un rachat de fonds de commerce, parce que là, on va se baser donc sur les résultats du fonds de commerce existant. Sinon, lors d'une création pure, on n'a aucune vision, aucune visibilité de ce qui s'est passé avant. Donc, sur la création, on ne peut pas y aller. Par contre, sur une reprise de fonds de commerce ou une installation en franchise, donc franchise reconnue, hein, franchise nationale, là, le crowdlending peut intervenir aussi. Parce ensuite, quel serait le taux moyen de ce prêt? Donc là, le taux, on est sur un prêt court terme. Donc le taux varie en fonction du nombre de prêteurs et du risque de l'entreprise. Donc on arrive sur des taux entre 5 et 8% sur 2 ans ou 4 ans. Bon, vu que c'est du prêt court terme, ça ne représente pas beaucoup en montant, en somme absolue d'intérêt à la fin. Par contre, en contrepartie, il n'y a pas de caution, il n'y a pas d'accord demandé, il n'y a pas de caution du gérant, il n'y a aucune garantie demandée. Il n'y a pas d'assurance de prêt non plus. Donc, le taux peut paraître élevé, vu que c'est sur une durée courte, ça ne représente pas beaucoup en montant d'intérêt, et surtout,
on est sur quelque chose qui ne demande pas d'investissement personnel de la part du gérant. Madame Muriel, je pense que j'ai répondu à vos questions. Stéphane, une question un peu, on va dire, optimiste. Imaginons là le cas d'une entreprise qui a un excédent de trésorerie, si elle en reste encore. Est-ce qu'elle pourrait, elle, devenir prêteur via cette plateforme? Parce qu'on voit que les taux d'intérêt sont intéressants de ce niveau-là. Est-ce que c'est possible aussi de devenir prêteur et donc de participer au financement d'autres entreprises en besoin de trésorerie, là, pour le coup? Alors, actuellement, la loi est en train d'évoluer pour élargir le nombre de prêteurs. C'est un peu complexe, on va dire. Bon, parce qu'aujourd'hui, les plateformes qui fonctionnent bien ont déjà une communauté de prêteurs très, très importante. Ils ont leurs prêteurs institutionnels, donc des entreprises européennes. Là, on est sur des gros groupes, alors soit des groupes de gestion d'actifs, soit des compagnies d'assurance ou d'autres banques, sachant que la communauté de prêteurs majoritaire reste quand même le particulier. Hein, compte tenu des taux avantageux, ça donne envie de prêter. Donc, je comprends ta question, Alexandre, qui peut permettre aux entreprises de rentabiliser leur trésorerie. Par contre, pour l'instant, c'est un peu fermé, mais c'est en train d'évoluer. Ok, c'est noté. Merci à toi. Avec plaisir. Encore une question, Laurence Gallo. Est-ce que le secteur d'activité est très impactant dans l'acceptation? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce que le secteur d'activité des entreprises impacte le taux, par exemple, des emprunts? Et l'innovation est-elle perçue comme un double risque, ou parce que c'est vrai qu'une société, excusez-moi, je reviens sur les résultats là très, très attendus, une société qui lance de l'innovation, souvent il y a un risque plus important. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est aussi des systèmes adaptés à l'innovation? Alors oui, c'est adapté à l'innovation parce que vraiment, la règle, il faut que l'entreprise soit existante et soit rentable. Donc, on ne va pas regarder, contrairement à un prêt classique, on ne va pas aller regarder l'avenir, le business plan et les promesses qu'on va pouvoir avoir. On va surtout regarder les fondements financiers de l'entreprise existante. Donc, si sur les 3 dernières années, une évolution correcte, une rentabilité correcte aussi, et qui permet justement de dégager une CAF suffisante pour pouvoir rembourser, enfin suffisante, même excédentaire, pour pouvoir rembourser le prêt qui va être accordé par le crowdlending, oui, un lancement d'un nouveau produit innovant rentre bien sûr dans l'éligibilité. Voilà. Le secteur d'activité peut être impactant. Malheureusement, en ce moment, on connaît les difficultés que les secteurs événementiels rencontrent. Donc là, ça va être difficile. J'ai dû refuser, j'ai vu des dossiers refusés comme ça dernièrement, donc j'ai des exemples. Donc c'est difficile et malheureusement, ça se comprend, que les prêteurs ne veulent pas prêter parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais sinon, sur des projets innovants, pour des sociétés existantes qui ont démontré leur rentabilité, on peut jouer. On peut tenter, on peut étudier le dossier, ça peut passer. Et puis le taux, comme je vous ai dit, on est entre 5 et 8%. Donc, sur du court terme, ce n'est pas ça qui va coûter cher, on va dire. Merci Stéphane pour cette présentation. On est arrivé au terme de ce webinaire. Je vais passer la parole à Alexandre, qui va nous faire une conclusion. Donc, tout d'abord, merci. Alors, merci à l'ensemble des intervenants pour cet atelier dédié au financement.
Donc, bien évidemment, vous pourrez solliciter l'ensemble des intervenants donc, après cet atelier. On vous transmettra très rapidement donc, les présentations. Donc, vous aurez donc, la possibilité d'avoir leurs coordonnées. Alors, ce qu'il faut retenir en 3 points. Donc, le premier point, donc, vous avez effectivement un panel d'outils classiques ou innovants. Donc, en classique, on a le PGE ou le crédit impôt recherche ou innovation. Et innovant, donc là, par le biais donc, de la présentation de Stéphane via le crowdlending, qui sont donc à votre disposition pour préparer le redémarrage et surtout sécuriser votre développement par différents leviers, que ce soit par des acteurs classiques ou privés, publics ou privés, pardon. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est important de souligner dans ce contexte actuel qu'il y a des structures qui existent. Donc, je pense notamment à l'IEDOM. Là, si vous rencontrez des difficultés pour le financement, ou Calitropic, ou encore le MEDEF, il faut surtout garder le lien. Ce que disait aussi M. Potin lors de son intervention, il faut surtout pas hésiter à communiquer avec vos partenaires, avec que ce soit la banque, que ce soit Calitropic ou vos structures d'accompagnement. L'idée, c'est de ne pas rester seul. Donc ça, c'est surtout dans les périodes actuelles, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. Il faut être ouvert et surtout ne pas hésiter à communiquer. Et le dernier point, un peu plus optimiste, donc il est vrai que nous traversons une période difficile, mais je conclurai donc par une citation de Churchill qui dit qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc, soyons optimistes. Merci Alexandre pour cette citation. Effectivement, le message à retenir, effectivement, c'est que nous sommes des structures d'accompagnement et bien évidemment, nous sommes là au service de nos entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit le MEDEF ou Calitropic, pour toute demande ou pour vous accompagner sur vos projets, à la fois sur des projets de financement, mais également sur des projets techniques, sur les projets R&D. Nous sommes à votre disposition. Avant de totalement clôturer cet atelier, j'aimerais passer la parole à ma collègue Virginie Gallet, qui va nous dire quelques mots sur son prochain webinaire dédié à une thématique qui nous concerne tous. Virginie. Oui, vous m'entendez? Merci Didier. Ok. Oui, c'était juste pour vous faire profiter de ce webinaire là pour vous passer un petit mot. Donc il y aura un prochain webinaire Calitropic qui sera sur un autre sujet qui est sur les emballages, enfin les plastiques dans les emballages et en particulier sur la loi AGEC, c'est son petit nom, mais c'est anti-gaspillage et économie circulaire, pour justement un peu faire le point sur cette loi qui est sortie en février 2020 et un peu les échéances à court terme, notamment sur les obligations par rapport au plastique à usage unique. Donc voilà, donc il y aura une intervention notamment de Monsieur Guichard de Ellipso, qui est l'association qui représente les entreprises transformateurs dans le plastique souple et rigide. Et voilà, donc ça sera normalement le 10 novembre. On est en train d'organiser tout ça, donc on vous tient informé la semaine prochaine. Voilà. Oui, restez connectés à nos différents supports, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site. Vous aurez toutes les informations sur les prochains webinaires, sur les prochains ateliers. Oui, n'hésitez pas, effectivement, Isabelle me le rappelle, n'hésitez pas également à laisser vos adresses mail pour qu'on puisse vous transmettre les documents, le replay de cet atelier et aussi les actualités à la fois du MEDEF et de Calitropic. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. En tout cas, je tiens à remercier tous les participants, tous nos partenaires pour la qualité de leurs échanges. Et je vous dis merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous.